Maghreb Orient Express, bienvenue à tous. Kitsch ou pas kitsch, le mot sonne souvent comme une dépréciation. Et il faut bien le dire, il colle souvent aux œuvres des artistes venus du Maghreb ou encore du Moyen-Orient. Alors s'agit-il de mépris orientaliste ou au contraire d'art populaire, d'autodérision, de subversion? Une chose est sûre, les artistes qui viennent dans MOE n'ont pas peur de malmener les clichés dans leurs œuvres, tant qu'ils font bouger les lignes. 4 invités avec nous sur le plateau de MOE sur TV5 Monde. On va commencer avec vous, peut-être Victoria Ambrosini-Chevinez, merci merci d'être avec nous. Vous êtes commissaire de l'exposition Kitsch ou pas kitsch. C'est à l'Institut des cultures d'islam à Paris, dans le nord de la capitale française. Mehdi Georges Lahlou, artiste très en vue des deux côtés de la Méditerranée. Vous participez à cette exposition Kitsch ou pas kitsch, tout comme Khosrow Hassanzadeh, qui est un artiste phare de la scène iranienne contemporaine, et Maram El-Masri, qui est elle aussi artiste, poétesse, auteur du recueil bilingue arabe-français Le Rapt, c'est publié aux éditions Bruno Doucet. Victoria Ambrosini-Chevinez, je le disais, donc, ce mot kitsch, il est, disons-le, galvaudé, il est souvent utilisé, à tort ou à raison, peut-être qu'on ne sait pas forcément pourquoi on l'utilise. C'est un mot d'origine allemande, il est aujourd'hui employé aux 4 coins du monde. En quelques mots, quelle définition en donneriez-vous aujourd'hui ? Disons qu'il y a une histoire de la définition et qu'à l'origine, kitsch vient de verkitchen, qui signifierait de faire du neuf avec du vieux, donc il y aurait l'idée du recyclage. Et effectivement, vous avez bien fait de le souligner, c'est une notion extrêmement péjorative, mais précisément au moment où les artistes s'en emparent, pour le célébrer ou pour le détourner, effectivement, ça perd, je pense, de sa connotation péjorative pour accéder à une certaine subversivité politique ou sociale ou esthétique. Mehdi Georges Lahlou, donc subversivité, nous dit Victoria Ambrosini-Chevinez. Il désigne souvent comme qualificatif, on va dire, des traits considérés comme triviaux, démodés ou populaires. Je le disais, ce mot est galvaudé, c'est sans doute ou forcément un jugement de valeur, ce mot kitsch? Le mot kitsch, après, dans le langage courant et en dehors, le kitsch perd son sens, j'ai l'impression. Mais si je reprends par exemple ce que disait Victoria, du coup, on pourrait parler aussi finalement d'art brut ou d'art, une sorte de question de survie d'utilisation du kitsch. Et vous pouvez répéter la question? Plutôt quelque chose de spontané aussi, peut-être? Pour moi, c'est quelque chose de spontané, mais qui relève aussi de la survie, de devoir faire quelque chose, mais que le kitsch, qu'il soit au général, qu'il soit artistique, populaire, donc c'est... Ça n'engage que celui qui l'utilise, on va dire, si je résume votre pensée. Non, finalement, puisqu'il il va utiliser des codes qui existent déjà pour les réinterpréter ou les retravailler, les exagérer souvent, mais finalement pour les critiquer elles-mêmes. Donc par l'exagération, on peut amener à la critique, et le kitsch peut amener à la critique aussi, mais pas que. Maram El-Masri, voici ce qu'écrit Milan Kundera dans son roman L'insoutenable légèreté de l'être. Il dit « Nul d'entre nous n'est un surhomme et ne peut échapper entièrement au kitsch, quel que soit le mépris qu'il nous inspire. Le kitsch fait partie de la condition humaine. » Je suis persuadé que c'est ce que voulait nous dire Mehdi Georges. Vous qui êtes poète, est-ce que vous êtes d'accord avec le célèbre écrivain? Oui, mais pas 100%, je pense. Même si des fois, je me sens un peu... J'essaie de faire les kitsch en mettant une petite fleur sur ma tête. Mais je pense qu'il y a aussi... il a une part de... Il y a une part de méprise, comme on dit, c'est un kitsch. C'est pas un mot très neutre, très haute, voilà, très noble. Mais je pense que il ne faut pas dire aux artistes qui sont kitsch, parce que même si on a essayé de renouveler le monde, recycler la destruction qui est autour de nous, mais c'est un effort d'amour qu'on fait pour... Est-ce qu'il est traduit en arabe, par exemple en Syrie, au Liban? Vous êtes né à Latakia en Syrie. Est-ce qu'il est traduit ou est-ce qu'on dit aussi kitsch de l'autre côté de la Méditerranée? Je n'ai jamais attendu. En tout cas, ça fait longtemps que je ne suis pas là-bas. Je dis chiche ou pas chiche, mais... Chiche ou pas chiche, mais pas kitsch ou pas kitsch. Khosrow Hassanzadeh, peut-être une réaction sur ce mot kitsch. Je rappelle que vous participez... Ah voilà, j'ai perdu la moitié du micro, je le remettrai après. Peut-être un mot, vous qui participez à cette exposition kitsch ou pas kitsch, quel regard portez-vous sur cette notion même de kitsch? Vous devez l'entendre parfois. این من این چیزی که
Oui, quand on parle de kitsch, c'est un mot qui vient de l'Occident. Nous, on utilise un autre mot en persan. Et c'est un mot qui vient du downtown, des bas des villes. Donc, c'est assez populaire et c'est quelque chose qui a pris une part importante. Et quand on parle de kitsch ici, où la compréhension du mot kitsch qu'on utilise en Iran est complètement différente, ici, on utilise le mot kitsch pour une croyance, alors que ce qu'on utilise dans le Moyen-Orient, ça a plutôt un terme de valeur. Quand il y a une exposition, il y a beaucoup de personnes à s'y rendre. Comme par exemple, vous avez pu voir les boîtes de lumière qu'on utilise, ça a été détourné des pièces qui sont représentées dans les cimetières. Ce sont des œuvres qui sont attribuées à des martyrs. Donc c'est un détournement. Et c'est une forme de respect. Quand on parle de kitsch, il y a cette notion de kitsch. Contrairement à ce qui est utilisé ici et ce qu'on vient de dire, il y a une autre compréhension. Et moi, je vois bien cette différence entre le Moyen-Orient et l'Occident sur l'utilisation de ce terme. Moi, sur le kitsch dont je peux vous parler, c'est le kitsch qui va venir du peuple, du cœur du peuple, et tout ce codage qui est utilisé, du matériel qui est au profond, au cœur du peuple, est utilisé dans l'art. Et moi, personnellement, je me reconnais pas comme un artiste kitsch. Moi, je me considère plutôt comme le pop art. Et le kitsch peut être une branche du pop art. Donc, c'est un domaine. Et un kitsch est forcément kitsch, mais un kitsch n'est pas forcément quelqu'un du pop art. Alors, Victoria Ambrosini-Chenives, vous êtes parti d'un constat plutôt inédit, disons original, pour créer cette exposition. Quel est-il? Expliquez-nous comment ça a pris forme, en fait. En fait, ça a pris forme parce que j'ai découvert, à l'occasion d'une exposition que je faisais sur les questions identitaires dans la mondialisation, et à partir des œuvres contemporaines du Caire, des artistes du Caire. Et donc, je me suis rendu compte qu'il y avait un certain nombre d'œuvres que moi, je pouvais interpréter comme ça, au premier degré, comme kitsch. Et en questionnant les artistes, ceux-là même m'ont dit... ils connaissaient ou ils ne connaissaient pas le mot, à la limite, ça n'a pas d'importance. Mais j'ai entendu ce que disait en partie Roscoe. C'était vraiment la dimension populaire qui les intéressait. C'est-à-dire qu'on utilise une esthétique, on sait très bien qu'on s'adresse à une élite, on sait très bien que l'ensemble d'une population, 60% des gens ne verront pas l'exposition. On s'adresse à une élite, mais en réalité, on parle au nom du peuple et c'est en relation avec le peuple. Donc, la question péjorative du kitsch, elle n'existe pas complètement. Elle existe en tant que contestation par rapport à un goût conformiste bourgeois. Par rapport à une norme, on va dire. Par rapport à une norme qui n'est pas une norme esthétique, parce qu'il y a du bon kitsch et il y a du kitsch de mauvaise qualité. Donc, on n'est pas là à nier que cet art-là est une valeur et une hiérarchie de valeurs. Par contre, effectivement, il y a une dimension populaire par opposition à un art noble ou dit noble ou bourgeois. Et est-ce que ça a fait débat quand vous avez contacté les artistes? Peut-être tout à l'heure nous direz-vous comment vous les avez choisis. Est-ce qu'il y a eu un débat sur le titre même de l'exposition ou pas forcément? Non, mais c'est-à-dire que ça fait un certain nombre d'années que je travaille sur ces questions-là. La plupart des artistes de l'exposition, je les connais depuis que j'ai vécu au Caire et en Syrie et que j'ai organisé des expositions et j'ai fait ma thèse sur cette question. Donc c'est des artistes que je connais depuis très longtemps et qui associent le kitsch. Pour rigoler, ils disent Madame Kitsch parce que j'ai été un petit peu obsessionnelle avec cette histoire du kitsch. Mais eux, ce qui les intéresse, c'est la dimension populaire. Populaire et parfois donc politique, sociétale. Mehdi Georges Laloux, vous interrogez dans vos œuvres, pas tout le temps, mais très souvent, les croyances, les cultures, les identités. Il y a toujours ce côté un peu ambiguïté, voire ce burlesque, d'ailleurs, plus que kitsch. C'est un peu votre marque de fabrique, si je puis dire, interroger toutes ces questions-là à travers un peu quelque chose comme ça qui revient comme un leitmotiv assez burlesque. Assez burlesque, oui, mais ça dépend, encore une fois, il y a burlesque et burlesque, mais c'est vrai que, encore une fois, le burlesque, c'est pour moi aussi, encore une fois, c'est cette idée de survie de l'artiste, l'idiot du village, par exemple, qui a besoin d'exagérer tout ce qu'il est pour pouvoir survivre, mais finalement, on va l'accepter dans sa différence.
différence parce qu'on va le connoter comme burlesque, comme quelqu'un qu'on ne va pas prendre au sérieux, décalé, etc. Ouais. Mais moi, ce qui est avant tout, c'est bien sûr c'est l'humour qui est parfois mis en avant direct dans mon travail, mais parfois qui en découle, qui n'est pas tout de suite mis en avant. Et l'humour m'aide à faire passer plus facilement la pilule, mais finalement, on se rend compte qu'on est en face de quelque chose qui n'est pas drôle et qui va questionner nos propres croyances qu'on a de la réalité de ce qu'on voit, en fait. Alors, on va regarder peut-être à Used to be Nefertiti, ce fameux buste de Nefertiti. Est-ce que vous pouvez nous raconter la genèse de cette création ? On la voit assez fidèle. L'original ou la mienne? L'original. Je ne sais pas si on veut faire la différence. La vôtre est parfaite. Mais racontez-nous. Bon, elle a un plus gros nez, en tout cas. Mais en fait, c'est un des seuls travaux dans tout ce que j'ai fait qui est vraiment un petit peu détaché au niveau esthétique, culturel, religieux de mon travail. C'est parce qu'en général, mon travail est plutôt théographique, donc j'aime plutôt prendre des choses qui viennent soit du Maroc ou de la France ou de l'Espagne et en faire un mix parfois qui marche ou qui ne fonctionne pas. Et Nefertiti, c'est plus sur cette image d'icône, d'iconographie, d'image parfaite de cette femme qui est devenue une des femmes les plus connues du monde, mais on ne sait toujours pas à quoi elle ressemble, et on va l'identifier à ce buste-là. Et encore une fois, c'est cette idée de réinterprétation historique, d'un travail archéologique, à savoir si les œuvres qu'on voit sont réelles. Après, ça va questionner la question de si on ramène à une question d'aujourd'hui, à la question un peu queer de genre. Finalement, c'est plus une sorte de travesti, mais finalement, quand on voit l'époque aussi de Nefertiti, les hommes étaient pratiquement tous travestis. Donc vous questionnez encore ces questions d'identité, d'individualité à travers cette œuvre. Hein. Voilà. Maram El Masri, 9 mois pour qu'un cœur palpite. Votre recueil débute par l'évocation d'une vie à naître, la naissance, les premiers mots, les premiers pas aussi. Et d'un poème à l'autre, dans le rapt, vous esquissez une histoire sentimentale de la maternité. Il y a une dimension bien entendu personnelle. Je rappelle que vous êtes né à Lataquié, vous vivez en France depuis maintenant 30 ans, plus même. Vous avez voulu, dans ce recueil, raconter une dimension personnelle de votre histoire comme un ode à toutes les femmes opprimées. Complètement. Ça veut dire, au fur et à mesure de mon travail, le premier livre, le deuxième livre, j'ai assez monté dans l'échelle de ma maternité aussi. J'arrivais à un point que ce livre, il était important pour moi de le faire divulguer parce que ce livre, il était écrit il y a 30 ans, à l'issue d'un kidnapping de mon fils. Et je l'ai gardé précieusement parce que je n'ai pas pensé du tout un jour que je voudrais le publier. Mais à un moment, c'était nécessaire de le faire parce que j'ai rencontré pas mal de femmes qui ont eu la même expérience. Et puis maintenant, ce qui se passe en Syrie, avec des femmes qui ont perdu leurs enfants dans la guerre, dans la mer. Ou séparées, oui. Alors, j'ai senti que le rapt, il est vraiment approprié pour cette expérience que j'ai vue maintenant. Alors, je l'ai retravaillé et je l'ai offert un 9e mois pour donner aux gens. Alors un extrait, j'avais un enfant, je l'ai caché dans mon ventre, il a partagé mon corps, je l'ai nourri de mon sang, je lui ai fait partager mes rêves, j'ai chanté pour lui, il souriait, je l'ai porté, il cessait de pleurer, ils l'ont arraché à mes bras, j'ai cessé de chanter, des mots très forts. C'est un livre écrit avec, si l'on peut dire, le sel des larmes, le ventre noué des grandes émotions. C'est un livre donc pour toutes les mères empêchées. Quelques mots justement, arrêtons-nous sur ces images que l'on voit depuis maintenant plusieurs semaines, des réfugiés qui tentent de fuir la Syrie. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous voyez cela ? Je souffre chaque jour. Vous savez, j'ai écrit il y a 2 ans « Elle va nue la liberté ». Vous rappelez que je suis venue aussi sur ce plateau. Oui. Alors, les tragédies syriennes me touchent vraiment très, très fort. Il n'y a pas un Syrien qui n'a pas ce traumatisme de ce qui se passe. Cette image de gens qui meurent dans la Méditerranée, des gens qui sont maltraités à la porte d'Europe, le paradis qu'on nous, on pense qu'il va ouvrir les bras pour eux, et il était fermé pour eux. Et moi, la terre m'intéresse moins que les êtres humains. Je voudrais que les Syriens, s'ils peuvent voler
qui vole et qui ne reste pas, parce que je préfère Syrie vide qu'un Syrie plein de tombes. Et je plains tous les mères qui ont perdu leurs enfants. Il ne faut pas qu'on perde nos enfants pour comprendre leur tragédie, la tragédie de ce parent, de cette famille, de ce peuple qui est en train de vivre chaque jour, chaque minute. Une explosion, des enfants qui sont en train de jouer, ils sont injectés partout. J'ai dit, il faut aider les Syriens. Ce n'est pas un problème de migration, c'est un problème de la guerre. Et le moment qu'il y a la guerre là-bas, il y aura toujours des gens qui veulent vivre et ils ont le droit de vivre. Khosrow Hassanzadeh, votre pays, l'Iran, accueille de nombreux réfugiés syriens, mais pas seulement. Peut-être vous, l'artiste, quel regard portez-vous sur ce qui se passe dans cette région du monde, une région à feu et à sang? Aujourd'hui encore, je sais que dans vos œuvres, vous vous inspirez souvent à la fois de l'histoire, mais aussi du monde contemporain qui nous entoure. Quel est votre regard? Oui, nous avons beaucoup de points en commun avec le peuple syrien. Et nous avons aussi des relations pour pouvoir se voir ou alors pour pouvoir voir sur des lieux saints. Il y a beaucoup de relations pour les lieux saints. Pour revenir au mot kitsch, car tel qu'on a pu expliquer tout à l'heure et notamment dans mes œuvres, après la Révolution, le sens du terme a changé. Et le kitsch que j'effectue moi-même, j'utilise plutôt le mot pop art, car les valeurs suite à la Révolution sont parties. Et ce qui a été utilisé par la plupart des personnes, comme par exemple depuis 2002, quand j'avais un projet qui s'appelait Ashura, et c'est un projet qui est arrivé au sujet des sportifs et qui n'avait plus de lien. Et moi, j'avais donc choisi ce sujet particulièrement de ces sportifs. J'avais pu essayer d'utiliser des valeurs populaires, bien que kitsch a une valeur, oui, je le reconnais, mais je veux rattacher mes œuvres à ces préoccupations populaires. Prenons l'une de ces œuvres que l'on peut voir à l'Institut des cultures d'islam à Paris, Khosrow Hassanzadeh. C'est cette boîte dont vous parliez tout à l'heure. C'est très coloré. Il y a ce portrait, cet homme qui tient une photo. Est-ce que vous pouvez nous décrire l'histoire de cette œuvre? De quoi s'agit-il? Oui, ces boîtes lumineuses que j'ai commencé. D'abord, c'est toujours un travail intérieur, c'est ma fantaisie personnelle que je mets dans cette boîte lumineuse et j'essaye de refléter le monde. Ça peut être nos rêves et on peut retrouver beaucoup de liens. Et après, c'est devenu des icônes. On a pu rattacher à des anciens, à des événements historiques ou même peut-être des événements historiques rattachés au monde arabe. Et je veux les remettre sur le devant de la scène et que tout le monde ne connaît. Et j'essaye donc de redonner beaucoup de lumière et beaucoup de brillance. Et comme je vois la photo qu'il y a dans cette photo, c'est la photo de mon grand-père. Et le reste autour, c'est tout un monde de fantaisie. Quand je crée ces boîtes lumineuses, on doit se rapprocher de sa propre histoire. On se crée une boîte pour refléter notre imaginaire et nos rêves et être reconnu par les personnes. L'imaginaire et les rêves. Victorien Ambrosini-Chenives, prenons l'œuvre d'Ashraf Fawakri, si vous voulez bien. Qu'est-ce qui caractérise ses œuvres et son style? Il y a cette âne qui revient, non pas souvent, mais tout le temps dans ses œuvres. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Lui-même explique que l'âne le représente en tant qu'individu, ouais. Mais pas seulement lui-même. L'âne représente également le peuple palestinien. Et je pense plus largement le peuple, parce qu'il y a d'autres artistes qui utilisent le motif de l'âne pour faire référence à un art politique, à un art ancré sur une référence au peuple. Notamment l'entêtement pour la revendication des droits, de la terre, s'agissant par exemple des Palestiniens, c'est un peu ça? Alors, c'est présent dans son œuvre, mais je ne vois pas comment un artiste palestinien pourrait être totalement étranger à la question d'un État palestinien dans la région. Donc c'est normal que ça advienne à un moment ou à un autre dans l'œuvre. Je ne crois pas qu'il faudrait réduire cette œuvre-là à un militantisme palestinien.
il y a la question palestinienne qui se pose à cet artiste parce qu'il est palestinien et que c'est une situation difficile pour les Palestiniens, à Haïfa notamment, dans les territoires occupés également. Mais voilà, au-delà de la question de la cause palestinienne, il y a la représentation du peuple comme référence, encore une fois, nécessaire et légitime de ce type d'iconographie. Mehdi Georges Lahlou, dans l'une de vos œuvres, l'autoportrait à la pastèque, on vous voit avec ce fruit sur la tête et un niqab. Je parle sous votre contrôle, je crois que c'est bien. Non, c'est un hijab. C'est un hijab, voilà, je me suis trompé. Alors votre corps est un élément récurrent, Mehdi Georges, dans votre travail. Pourquoi? Je sais que vous faites aussi des performances, là en l'occurrence il s'agit d'une photo. Pourquoi est-ce que vous vous mettez vous-même au cœur de vos œuvres? Avant tout, c'est vrai que cette image a un passif, donc justement le passif de la performance, mais aussi une de mes premières photos que j'ai fait, c'était avec un fond à la Magritte avec des nuages, mon visage qui était là avec un voile qui était finalement mon drap de mon lit que j'avais pris parce que je me suis dit peut-être qu'un tissu peut devenir justement musulman, etc. Et j'avais marqué en dessous, ceci n'est pas une femme musulmane. Donc voilà, avant tout, c'était donc un hommage bien sûr à Magritte, mais c'était aussi pour finalement jouer au détour et tout ça. Donc dans mes performances, souvent par cette question d'idiotie, de l'équilibre, trouver son équilibre autant politique, culturel qu'esthétique, et j'en viens à poser des choses sur la tête et à savoir si je vais pouvoir les balancer et les tenir. Et justement, par cette création d'icônes ou de chimères, je viens aussi à embarquer avec moi cette image de la femme africaine qui porte des choses sur la tête. On va lui dire, tiens, est-ce que c'est lourd, etc. Mais dans son équilibre, non, elle va dire, je le tiens. Mais si on la bouscule, on la touche, l'équilibre peut être faussé et du coup, tout est remis en question. Donc c'est vraiment cette question d'équilibre et de... Et après, avant tout, ce que j'aime bien questionner, c'est qu'en utilisant ce hijab, c'est à quel moment le hijab va devenir un tissu religieux. C'est-à-dire, ma grand-mère, qui était espagnole, portait le voile, mais c'était pas le voile, c'était un voile. Et justement, je me pose souvent la question de comment un tissu peut être donc soit une robe de mariée, soit un foulard, ou soit un voile. Et au sujet du corps, vous dites aussi que vous vous dites un corps qui est lié à une culture peut-il être différent? C'est au fond ça aussi qui vous anime. Un corps lié à une culture peut être différent. Est-ce qu'on peut sortir du lot quand on vit dans tel pays, dans telle société, avec tel code, avec telle tradition, avec telle pression sociale? C'est un peu ça? En tout cas, peut-être que je ne vais pas répondre à votre question, mais en tout cas, ce qui est important dans l'utilisation de mon propre corps, c'est la possibilité de distanciation. Finalement, on dit c'est l'artiste, c'est lui qui... on peut parler de travestissement, moi je ne parle pas de travestissement parce qu'une fois que je porte le hijab, pour moi, il devient masculin. Et je serais pour que tous les hommes mettent des voiles, comme ça il n'y aurait plus de problème. mais c'est plus cette possibilité de distanciation, parce qu'on dit c'est l'artiste qui le fait, c'est son histoire, il est un peu... j'ai déjà eu mes démos où il est un peu perdu, etc. Mais aussi cette possibilité d'appropriation de ma personne. On ne va pas m'identifier à quelqu'un, on va plutôt à un maghrébin, donc on va dire, tiens, c'est sa culture, etc. Mais est-ce que c'est vraiment ma culture? Est-ce que parce que j'ai une tête d'arabe, est-ce que j'ai vraiment une culture d'arabe? Et c'est ça justement aussi que je vais poser en question, la question de la représentation. Ce que je représente est-il réel, sachant que tout mon travail relève du faux. Et donc, tout est vrai, mais tout est faux. Il y a par exemple Vive la fête où l'on voit des boules à facettes à la Mecque. On peut aussi vous voir dans Tango. Vous êtes dénudé avec une femme, là encore, qui porte une tenue entre guillemets religieuse. Alors, c'est parfois... Qui n'est pas une femme. Qui n'est pas une femme, d'ailleurs. Qui est moi-même. Qui est vous-même, oui. Ça, c'est dans le livre, effectivement, d'ailleurs, qui est déjà sorti, j'en profite pour le présenter, qui est sorti déjà en Belgique et qui sort le 13 octobre prochain. C'est ça, Mehdi Georges Lahlou en France. Khosro Hassanzadeh, Mehdi Georges Lahlou a parfois eu des pressions, ça a parfois fait polémique. Certaines de ses œuvres n'ont pas plu à tout le monde, ce qui est après tout normal. Quand on est artiste et qu'on crée, on ne peut pas faire l'unanimité. Vous, est-ce que vos œuvres sont exposées à Téhéran? Et dites-nous s'il y a parfois des lignes jaunes, des lignes rouges que vous ne pouvez pas franchir dans ce pays.
Oui, il y a des lignes rouges et je peux dire qu'il y a eu plusieurs de mes œuvres qui n'ont jamais pu être exposées à Téhéran par rapport à la guerre, mes œuvres qui touchaient la guerre. Il y a eu des discussions énormes autour de ça et donc c'est un sujet banni. Donc je n'ai pas pu montrer ces œuvres qui étaient reliées à la guerre et dernièrement j'avais créé un projet qui s'appelait Fahishé de prostitution et qui n'ont pas pu être malheureusement exposés. Donc j'ai travaillé aussi sur les thèmes qui touchent le terrorisme, des sujets très directs qui touchent directement les personnes. Et quand j'ai commencé de changer de point de vue, d'un point de vue négatif à un point de vue plus joyeux, et pour que je puisse être fier des choses qui n'ont pas été mises en avant, et ce chemin est un chemin qui a besoin de beaucoup d'énergie, de lumière, et qui soit avec beaucoup de respect, comme notre collègue qui a pu aborder des scènes sur une vision avec plus humoristique. Moi, j'ai dû porter beaucoup d'attention à ce que ça soit respectueux pour pouvoir le mettre devant la scène. Et malheureusement, j'ai pas pu finir quelques œuvres et j'espère encore que ça puisse se faire. Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus sur le plateau de Maghreb Orient Express sur TV5 Monde. Merci à vous d'être fidèles à MOE. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro. D'ici là, les coulisses, les temps forts, plus de contenu sur les réseaux sociaux. À très vite sur TV5 Monde.